Merci, je suis ravi d'être ici et de pouvoir discuter avec vous ce qu'on a fait au cours des 15 dernières années à peu près, qui ont commencé d'ailleurs quand j'étais en Grande-Bretagne avant d'aller à Berlin, et puis plus récemment donc, à l'Institut Necker Enfants Malades qui fait partie du campus de l'hôpital Necker. Donc, je vais vous parler des cellules B régulatrices, c'est-à-dire du rôle des cellules B dans la suppression des réponses immunitaires. Donc, et là, en particulier, une fois que les réponses immunitaires sont enclenchées, c'est-à-dire un rôle de contre-régulation des réponses immunitaires et pas tant un rôle de tolérisation des répertoires avant immunisation. Alors, avant de rentrer dans cet aspect plus particulier, je vais quand même passer un peu de temps pour vous parler des fonctions des lymphocytes B qui sont dépendantes des anticorps. Et pour commencer, un petit rappel historique sur la découverte de l'immunité humorale et l'illustration de sa puissance. Ensuite, je vais parler des cellules qui produisent les anticorps, donc les cellules plasmocytaires et les différents modes de vie dans l'organisme. Donc vous verrez qu'il y a des cellules à courte durée de vie et des cellules à très longue durée de vie. Et donc qui sont responsables, celles à très longue durée de vie, pour la persistance de l'immunité humorale après immunisation. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais passer quelques minutes pour parler des fonctions positives des cellules B qui maintenant sont indépendantes des anticorps. Donc vous verrez que les cellules B peuvent jouer un rôle positif de stimulation de la réponse immunitaire indépendamment de leur rôle de cellules productrices d'anticorps. Ceci peut être effectué par différents mécanismes. Les cellules B sont des cellules présentatrices de l'antigène importante pour les cellules T. Je ne parlerai pas de ce mécanisme en particulier. Je me concentrerai davantage sur le fait que les cellules B, au-delà de la production d'anticorps et de la présentation de l'antigène, peuvent aussi produire des cytokines ayant des fonctions pro-inflammatoires et qui est un nouveau domaine de recherche sur les cellules B, qui est sans doute important dans les pathologies auto-immunes. Et enfin, donc je déboucherai, après cette introduction, pour positionner un peu comment les cellules B contribuent aux réponses immunes, plus spécifiquement sur les fonctions régulatrices de ces cellules. Je vous parlerai des mécanismes impliqués dans leurs fonctions suppressives, c'est-à-dire leur production d'interleukine 10 et d'interleukine 35, deux cytokines avec des fonctions anti-inflammatoires. Je discuterai les signaux impliqués dans la génération de cellules B ayant des fonctions suppressives. Donc ces signaux sont le récepteur pour l'antigène, donc le B-cell receptor pour l'antigène, CD40 et les toll-like récepteurs, des récepteurs de l'immunité innée qui peuvent détecter des produits microbiens. Je parlerai en particulier de ces deux types de récepteurs. J'illustrerai ce rôle des suppresseurs des cellules B dans différents modèles, en fait deux modèles, dans un modèle de maladie auto-immune et dans un modèle d'infection, même si on sait aujourd'hui que ces cellules ont aussi un rôle inhibiteur dans l'allergie et dans le cancer. Donc elles inhibent les réponses immunitaires dans l'allergie, donc les réponses pathogéniques, et elles contribuent à la croissance tumorale. Je parlerai des cellules cibles, de la fonction suppressive des cellules B. Les cibles sont les cellules dendritiques, les cellules NK, les neutrophiles et les monocytes, donc différents types de cellules de l'immunité innée, et également les cellules T, donc les cellules T effectrices, qui sont aussi soumises au contrôle des cellules T régulatrices. Enfin, et pour boucler la boucle d'une certaine manière, je vous parlerai des caractéristiques de ces sous-populations de cellules B particulières qui produisent de l'interleukine 10 et de l'interleukine 35, et donc qui sont responsables de ces fonctions suppressives, et qui sont, de manière assez surprenante, elles-mêmes des cellules productrices d'anticorps, donc des cellules plasmocytaires. Et donc, ceci nous pose aujourd'hui une question fondamentale qui est bien sûr, qu'est-ce qui distingue ces cellules productrices d'IL-10 et d'IL-35, donc ces plasmocytes régulateurs, des plasmocytes dont on aura parlé au début et qui ont un rôle très important dans la fonction protective des vaccins. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, on peut commencer avec la naissance de la sérothérapie, donc la découverte de l'immunité humorale spécifique, donc qui se situe autour des années 1890, donc avec deux gros pôles d'activité en Europe sur ce sujet, donc avec les gens à Paris autour de Pasteur, Metchnikoff, Roux et leurs collègues, d'un côté, et de l'autre côté à Berlin avec Koch, Behring et consorts. Exactement. Et donc, à cette époque-là, les gens savaient qu'il était possible de vacciner, que les vaccins fonctionnaient, mais personne ne savait comment. Et donc, la grande question était de pouvoir expliquer l'effet protecteur des vaccins.
Et là, c'est cette fois-ci à Berlin que cette découverte s'est produite, par le travail de Behring et de Kitasato. Et donc l'expérience très simple qu'ils ont fait, c'est de vacciner un lapin avec un tétanus atténué, de récupérer le sérum et de le transformer à des cochons d'Inde. Il n'y avait pas de souris à cette époque-là dans les laboratoires de recherche. Donc le sérum de lapin immunisé d'une certaine manière, vacciné avec un tétanus atténué, a été transféré à des cochons d'Inde qui ensuite étaient soumis au tétanus pathogénique. Et la grande découverte, c'est que ce transfert de sérum de lapin qui avait été préexposé au tétanus atténué protège les cochons d'Inde du tétanus pathogénique. Donc ils survivent à cette infection. Et c'est la découverte de la sérothérapie. Donc en 1890, ça c'est pour contextualiser la diapositive suivante, cette année est importante. Et donc les conclusions de ces travaux, c'est que des animaux sains peuvent être protégés par transfert d'un sérum d'animaux immunisés avec un tétanus atténué. Cette protection est spécifique donc, du tétanus, et cette sérothérapie est aussi efficace sur des cochons d'Inde malades. C'est-à-dire que des cochons d'Inde qui sont traités avec le tétanus pathogénique, puis qui reçoivent peu de temps après ce sérum, sont eux aussi protégés de la maladie. Ce qui est bien évidemment important par rapport à un contexte clinique. Et donc, de manière remarquable, en 1893, donc seulement 3 ans après, ce travail a été transféré chez l'homme, donc encore une fois à Berlin, le premier essai clinique, si on peut l'appeler ainsi, de sérothérapie, et donc où 220 patients ont été traités après avoir été diagnostiqués avec la diphtérie, avec un sérum produit, un sérum de cheval, donc qui est très efficace, et standardisé par Ehrlich. Et donc voici les résultats. Donc ici, c'est depuis combien de temps la maladie a été détectée. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après la détection de la maladie. Ça, c'est le nombre de patients qui ont été traités, le nombre de patients qui ont été guéris, le nombre de patients morts, et donc le taux de guérison. Et vous voyez que quand les gens ont été traités avec ce sérum de cheval standardisé, qui était produit immunisé par la diphtérie, 6 personnes sur 6, donc 100% des gens traités, un temps court après la détection de l'infection, ont été guéris, et même à des temps plus tardifs, donc on a 97%, 86%, 77% au jour 4 après détection de l'infection. Et donc c'est vraiment un effet remarquable de contrôle de la diphtérie. Et donc très vite, une expérience très simple qui avait été faite avec des lapins et des cochons d'Inde, 3 ans après, appliquée chez l'homme, et qui a permis de sauver des milliers de vies. Donc ça donne une idée, si on fait une expérience bien pensée, simple, et si on n'est pas trop surchargé de barrières administratives, à quelle vitesse on peut traduire et appliquer ces découvertes. Et donc évidemment, je dis ça sans a priori, on est tout à fait dans les conditions pour répéter ce genre de choses aujourd'hui. Et pour ces travaux, von Behring, en 1901, a reçu le premier prix Nobel de médecine pour la découverte de la sérothérapie. Donc la question, à partir de là, est vraiment quelles sont les cellules qui sont productrices d'anticorps, où se produisent-elles les anticorps, et quels sont leur style de vie, quelle est la meilleure manière de les induire, bien sûr, pour pouvoir avoir des vaccins efficaces. Et se passer de la sérothérapie, qui évidemment est une approche assez lourde. Et donc là, j'ai repris une illustration d'une coupe histologique de rate de lapin. Donc c'est encore une fois un travail assez ancien, de 1948, d'Astrid Fagreus. Et c'est pour vous montrer, donc, dans cette coupe de rate, vous savez, dans la rate, il y a des zones blanches où se trouvent les lymphocytes T, les lymphocytes B, et puis il y a la zone rouge extrafolliculaire où on trouve peu de lymphocytes, et où, au contraire, on trouve des cellules, des globules rouges. Et donc, ce qu'on voit ici, avec un marquage qui est un marquage de Una Pappenheim, mais en fait, c'est un marquage où on marque ce qu'on voit ici en plus foncé, c'est l'ARN, c'est-à-dire donc l'activité cellulaire de base, si on peut dire. Et donc, on voit qu'ici, c'est le follicule, donc ça, ce sont des cellules B qui ont une zone, une activité, qui produisent de l'ARN dans une quantité de base, un peu. Et puis autour, on a la pulpe rouge, donc où là, on a peu de cellules actives, forcément, puisque les globules rouges, elles ont expulsé leur noyau, donc elles ne font pas d'ARN. Et ce que vous voyez ici, ces grappes de cellules beaucoup plus foncées, ce sont les cellules plasmocytaires, et ce sont elles qui apparaissent après vaccination des lapins, par exemple avec la salmonelle, et ce sont elles qui produisent les anticorps. Et donc, on voit que ces cellules apparaissent rapidement dans la rate
après infection, par exemple d'un lapin avec de la salmonelle. Et ces cellules aussi disparaissent assez rapidement au bout de quelques temps après résolution de l'infection. Donc ce sont des plasmocytes à courte durée de vie. Et je vous ai mis cette diapositive pour aussi illustrer une chose qui est importante, c'est que les plasmocytes, ce sont des cellules métaboliques qui sont extrêmement actives d'un point de vue métabolique. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de marquage spécifique d'un type de cellule particulier, on marque une activité de synthèse, d'accumulation d'ARN dans des cellules, et on voit que dans la rate, les cellules qui ont le plus d'ARN, ce sont les plasmocytes, les cellules plasmocytaires qui produisent les anticorps. Et ça veut dire que c'est vraiment un type de cellule très particulier par rapport aux fonctions qu'elles peuvent avoir, par rapport aux autres cellules du système immunitaire. Donc voilà, je vous ai dit, dans la rate, très courtement après une infection, on a des cellules, des plasmocytes qui apparaissent, mais qui disparaissent rapidement après la résolution de l'infection. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cellules sur lesquelles on peut jouer en termes de vaccination. Par contre, quand on regarde le taux d'anticorps dans le sérum contre un virus ou contre une bactérie au cours du temps après infection, par exemple par le LCMV, donc un virus qui est très utilisé maintenant chez la souris comme modèle d'infection virale, on voit qu'on a persistance pour la durée de vie de la souris de taux élevés d'anticorps spécifiques contre ce virus, et donc qui sont apparus après l'infection de la souris. Donc il y a une maintenance de taux élevés, une mémoire humorale dans le sang par la maintenance d'anticorps spécifiques du virus, et donc qui ont été induits après l'infection virale. Et ces anticorps, qui eux, d'une certaine manière, en tant que leur présence est à longue durée de vie dans le sérum, sont produits par des cellules plasmocytaires qui s'accumulent, pas dans la rate, mais dans un organe particulier qui sont les os, dans la moelle osseuse. Et vous pouvez voir ici, quand on regarde les cellules plasmocytaires qui produisent des anticorps spécifiques du LCMV dans la moelle osseuse, après infection par le LCMV, il y a une accumulation de ces cellules dans la moelle osseuse et qui persistent pour la durée de vie de la souris. Et donc, évidemment, ces cellules sont très intéressantes d'un point de vue vaccinal, puisqu'elles persistent très longtemps après l'exposition à un agent pathogène ou un antigène simple. Donc maintenant, on comprend mieux comment ces cellules sont générées. Donc on sait que les cellules B, qui elles-mêmes se développent dans la moelle osseuse, qui ensuite vont en périphérie, circulent entre les organes lymphoïdes secondaires, donc les ganglions lymphatiques, la rate, etc., qui ne sont pas dessinés ici, mais qui correspondraient à cette zone blanche. Donc ces cellules, après induction d'une réponse immunitaire, les cellules B sont activées, peuvent donner des plasmocytes à courte durée de vie, par exemple dans la rate ou dans les ganglions, qui vont mourir par apoptose, comme introduit par Alain Fischer tout à l'heure, ces cellules avec ces vésicules à la surface, mais également peuvent donner un certain type de plasmocytes particuliers qui sont des plasmocytes à longue durée de vie, donc qui, eux, vont retourner dans la moelle osseuse où ils peuvent rester dans des niches très particulières qui leur permettent comme ça de vivre pour une éternité, d'une certaine manière, tout en étant actifs. Donc là, on n'a pas le choix entre être éternel et être actif. On peut à la fois être éternel et faire quelque chose. Donc c'est le cas des plasmocytes à longue durée de vie qui résident dans la moelle osseuse, comme ça, dans des niches particulières dont je vais vous dire un mot dans une minute. Donc ces niches, on les connaît un peu mieux, qui sont essentielles pour la maintenance de ces plasmocytes, c'est-à-dire que quand on les sort de ces niches, ces plasmocytes meurent immédiatement en quelques heures, donc elles dépendent de signaux particuliers. Donc effectivement, pour être à longue durée de vie, pour avoir cette éternité, il faut être capable de communiquer de manière adaptée avec son environnement. Et donc pour ces plasmocytes à longue durée de vie, cet environnement est complexe. Il se compose de cellules stromales, donc qui elles-mêmes sont à longue durée de vie, et qui produisent une chémokine, une chimioquine, c'est-à-dire une molécule qui va attirer les plasmocytes, donc elle s'appelle CXCL12, qui va les attirer par un récepteur aux chémokines qui n'est pas là, qui est CXCR4, qui est exprimé par ces plasmocytes, qui les guide du sang à la moelle osseuse dans ces niches. Et puis, elles reçoivent d'autres signaux de survie qui viennent de cellules, par contre, là, à courte durée de vie, qui sont renouvelées en permanence, qui sont les éosinophiles en particulier, qui expriment April et puis qui expriment l'interleukine 6, qui sont deux facteurs de survie essentiels pour ces plasmocytes
pour qu'ils résident ici à longue durée de vie, en produisant des anticorps en permanence, sans se diviser. D'autres cellules produisent également ces facteurs de survie, comme les mégacaryocytes, ou des neutrophiles, ou des monocytes et des macrophages. Dans la moelle osseuse, ce sont en particulier les éosinophiles et les mégacaryocytes qui fournissent ces facteurs de survie aux plasmocytes, qui sont ancrés sur ces cellules stromales. Donc on a une niche complexe, multicellulaire, qui permet de garder ces cellules actives. Et donc maintenant, quand je vous dis que ces cellules produisent des anticorps comme ça pour la durée de vie de la souris, c'est aussi le cas, dans certains cas, chez l'homme. Donc là, c'est un travail du groupe de Slivka et de Amana, qui a été publié quelques années, qui ont regardé la demi-vie des anticorps spécifiques de la variole, de la rougeole, de la diphtérie ou du tétanus après vaccination. Et donc, en prenant le sérum d'individus sains à différents âges, et donc à différents temps après vaccination, ils ont pu calculer des courbes de décroissance de ces taux d'anticorps et donc des demi-vies. Et vous voyez, par exemple, pour la variole, on a une demi-vie de ces taux d'anticorps de 3000 ans. Donc, on est tranquille pour un certain nombre d'années, on n'a pas trop à s'en faire par rapport à ça. Le vaccin contre la rougeole nous équipe... pardon, contre la rougeole, contre... Ah, pardon, oui, non, c'est rougeole. Oui, rougeole ici. Pour 3000 années, on est équipé, excusez-moi de la confusion. Pour la variole, la demi-vie de ces anticorps, donc du taux d'anticorps, puisque les anticorps eux-mêmes ont une demi-vie de quelques semaines, mais la concentration dans le sérum, c'est de 92 ans. Voilà, et c'est un peu plus court pour des vaccins qui sont des vaccins protéiques. Ça, ce sont des vaccins atténués, donc des agents vivants. Là, ce sont des vaccins protéiques, donc le tétanus, la demi-vie est de 11 ans, et pour la diphtérie, la demi-vie est de 19 ans. Donc il y a une différence aussi nette par rapport à la demi-vie générée selon le type de vaccin utilisé. Donc voilà, juste pour conclure cette partie d'introduction, d'une certaine manière, je voulais vous dire qu'il existe donc des cellules plasmocytaires à courte durée de vie qui résident dans les organes lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire là où les réponses immunitaires sont activées. Ces cellules sont à courte durée de vie et disparaissent avec la résolution de la réponse immunitaire. Et en parallèle, il y a la génération de cellules qui quittent donc ces organes lymphoïdes et qui vont s'accumuler dans la moelle osseuse, où elles peuvent persister pendant donc des milliers d'années quand nous en aurons la possibilité, donc voilà, sans se diviser. Ces cellules, évidemment, sont extrêmement intéressantes d'un point de vue vaccinal, puisqu'elles maintiennent la mémoire immunitaire spécifique humorale, et dont on pense qu'elles jouent un rôle très important dans la plupart des vaccins qui sont efficaces aujourd'hui. Le côté négatif de ces cellules, c'est qu'évidemment, quand elles produisent des anticorps autoréactifs, par exemple, ça pose un véritable défi pour la thérapie des maladies auto-immunes, puisqu'il y a une production constante par ces cellules qui sont extrêmement difficiles à cibler par les drogues dont on dispose aujourd'hui, et qui produisent en permanence des anticorps pathogéniques, des auto-anticorps, ou éventuellement des anticorps dirigés contre des allergènes dans le cas de l'allergie. Donc c'est aussi un enjeu thérapeutique pour ces maladies où le système immunitaire a un rôle délétère. Donc ça, c'est pour ce qu'on connaît aujourd'hui pour le rôle positif des cellules plasmocytaires dans la contribution à l'immunité. Maintenant, je vais vous introduire le fait que les cellules B ont aussi des rôles positifs qui sont maintenant indépendants des anticorps et qui sont aussi indépendants de leur rôle comme cellules présentatrices de l'antigène. Et en particulier, ceci peut avoir un rôle important dans les maladies auto-immunes dépendantes des cellules T, et en particulier de la sclérose en plaques. Et je prends l'exemple de la sclérose en plaques en particulier parce que c'est une maladie où on sait qu'il y a une activation des cellules B, on sait qu'il y a une activation et une accumulation de plasmocytes dans le système nerveux central, c'est-à-dire l'organe cible de la maladie. Par contre, on n'a aucune idée vraiment de la relevance en termes de production d'anticorps de ces cellules par rapport au processus physiopathologique. C'est-à-dire que ces cellules produisent des anticorps qui ne semblent pas réagir contre des protéines du système nerveux central, donc des anticorps non pathogéniques. Néanmoins, donc ces maladies, dont on sait qu'elles sont quand même causées par les cellules T, donc le plus fort polymorphisme génétique qui prédispose à ces maladies sont dans les gènes du HLA,
les patients répondent à une déplétion des cellules B. Et donc, ça pose la question de savoir comment les cellules B ont un rôle pathogénique alors qu'on n'a pas d'auto-anticorps qui semblent pathogéniques dans ces maladies telles que la sclérose en plaques. Donc pour ça, on a effectué des travaux pour essayer d'identifier ces mécanismes en utilisant un modèle de souris de la sclérose en plaques qui s'appelle l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale. Donc c'est un modèle classique de la sclérose en plaques. C'est le modèle avec lequel tous les traitements qui sont utilisés aujourd'hui dans la sclérose en plaques ont été développés. C'est une maladie que l'on peut induire de différentes manières, soit en transférant des cellules T activées spécifiques d'antigènes du système nerveux central, soit en immunisant, donc par exemple des souris avec des protéines de myéline. Et dans notre cas, on utilise de la glycoprotéine d'oligodendrocyte, de la myéline d'oligodendrocyte. La maladie se manifeste par une paralysie de la souris progressive et puis qui peut ensuite se résoudre, donc il y a une phase de rémission possible, et la maladie est causée et médiée par les cellules TCD4 de type Th1 et Th17. Les cellules Th17 sont celles qui produisent de l'IL-17 qui vous ont été introduites tout à l'heure. Et donc quand on regarde comment la maladie chez la souris, donc ça se présente comme ça, la manière dont on regarde ça. Donc on a les jours après immunisation, donc on immunise les souris avec MOG, cette glycoprotéine de myéline d'oligodendrocyte. Donc on a le jour 0, 10, 20, 30. Et puis ici, on a la paralysie progressive de la souris. Donc plus on monte dans l'échelle ici, plus la paralysie est sévère. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'autour de jour 10 après immunisation, donc quand on regarde les souris contrôle, qui sont celles, les carrés noirs, au bout d'une semaine à peu près, on a une induction de la maladie. Donc on voit la souris qui commence à être paralysée. Ça commence par la queue de la souris, puis les pattes arrière, puis les pattes avant de la souris. Et puis la souris a une maladie ici chronique qui perdure. Maintenant, on peut dépléter les cellules B quand la souris commence à montrer des signes de paralysie. Ce qu'on fait ici en injectant un anticorps donc qui est anti-CD20. Le CD20 est un récepteur qui est exprimé spécifiquement à la surface des cellules B. Et vous voyez que les souris qui ont été traitées par déplétion des cellules B ont une progression atténuée de la maladie et elles commencent à entrer en rémission, c'est-à-dire qu'il y a une élimination de certains symptômes de la maladie. Et donc c'est aussi une chose qu'on observe chez l'homme. Alors chez l'homme, la maladie se fait par phase de rémission et de relapse, c'est-à-dire qu'il y a une apparition de signes cliniques, puis ces signes cliniques disparaissent, puis au bout d'un certain temps, on a une apparition, soit des mêmes symptômes, soit de nouveaux symptômes cliniques, etc. Donc on a ces vagues, et ce qu'on voit, c'est que la déplétion des cellules B réduit la fréquence d'apparition de ces vagues de symptômes. Et donc la question, c'était de savoir quel était le rôle pathogène des cellules B ici, qui était éliminé lorsqu'on élimine les cellules B de ces souris. Et donc, une des fonctions pathogènes des cellules B, dans ce cas-là, c'est la production d'une cytokine qui a des fonctions pro-inflammatoires, qui est l'interleukine 6, ici. Donc, et ce que vous avez ici, ce sont deux types de souris, des souris qui ont des cellules B normales et des souris dont les cellules B ne peuvent pas produire d'interleukine 6. C'est-à-dire que toutes les cellules dendritiques, les cellules T, etc., tous les autres types cellulaires peuvent produire de l'interleukine 6. Dans ces souris, seules les cellules B ont une déficience dans le gène qui code pour l'interleukine 6. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ces souris ont une courbe de progression de la maladie qui est très similaire à celle des souris qui ont été traitées par déplétion des cellules B avec un anticorps anti-CD20. C'est-à-dire elles développent les premiers signes de la maladie comme les souris contrôle, mais la progression s'arrête et les souris ont ensuite une courbe beaucoup moins sévère de progression de la maladie. Et donc ça montre que dans ce modèle où on sait qu'il y a une activation des cellules B, où on sait qu'il y a une production d'anticorps, mais pas d'anticorps pathogéniques, donc ça a été très bien caractérisé dans ce modèle, on peut voir ici que les souris, les cellules B, par la production d'interleukine 6, contribuent à la maladie. Et comment elles contribuent à la maladie ? Elles contribuent à la maladie en stimulant la réponse Th17 pathogénique dans la production de la cytokine IL-17 et la signature. Et c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc ici, on regarde la production de cytokine par les cellules T, et ce que spécifique de l'auto-antigène, donc MOG, en restimulant les rates de ces souris avec ce peptide. Et ensuite, on peut voir donc, la production d'IL-17 par les cellules T, spécifiques de ce peptide, donc qui sont responsables de la maladie. Et on voit que dans les souris qui ont des cellules B normales,
la production d'IL-17 par les cellules T est plus importante que dans les souris, dont les cellules B ne peuvent pas produire d'IL-6. C'est-à-dire que la fonction pathogénique des cellules B est de stimuler les cellules T pathogéniques. Et en fait, dans ce cas-là, c'est vraiment la fonction principale pathogénique des cellules B, et c'est ce qui vous est montré ici, c'est-à-dire que quand on reprend ce traitement de déplétion des cellules B avec un anticorps anti-CD20, donc on déplète entièrement les cellules B, donc on déplète à la fois les cellules B qui produisent de l'interleukine 6, mais aussi les cellules B qui présentent l'antigène, les cellules B qui produisent des anticorps, les cellules B qui peuvent produire d'autres cytokines pro-inflammatoires comme le TNF ou la lymphotoxine. Donc quand on fait ce traitement dans des souris contrôle, encore une fois, on atténue la progression de la maladie. Vous voyez ici les ronds blancs par rapport aux souris non traitées par déplétion des cellules B, qui sont la ligne avec les cubes noirs. Maintenant, quand on fait ce traitement dans lequel les cellules B ne peuvent pas produire d'interleukine 6, vous voyez, on n'a plus de différence entre les souris traitées avec un anticorps anti-CD20 et les souris non traitées. C'est-à-dire que quand les souris ont des cellules B qui ne font pas d'IL6, les cellules B, quand elles n'ont pas de cellules B qui peuvent produire de l'IL6, elles ont des cellules B qui produisent des auto-anticorps, etc., des anticorps anti-MOG. Quand on déplète toutes ces autres cellules B, on n'a aucun effet additif, on ne change pas la courbe de la maladie. Donc vraiment, la production d'IL6 est la fonction pathogénique principale des cellules B dans cette maladie. Et donc, pour en venir à la sclérose en plaques, et ça c'est un travail qui a été effectué par le groupe de Hamid Bahor à l'université McGill au Canada. Donc, est-ce que la production d'interleukine 6 par les cellules B peut jouer un rôle dans la sclérose en plaques? Donc, pour répondre à cette question, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des cellules B du sang périphérique d'individus sains ou de patients atteints de la sclérose en plaques, ils les ont stimulés dans le laboratoire et ils ont mesuré leur production d'interleukine 6. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les cellules B de patients atteints de sclérose en plaques produisent beaucoup plus d'interleukine 6 que les cellules B d'individus sains. Donc dans la sclérose en plaques, il y a une dérégulation de la production d'interleukine 6 par les cellules B qui peut stimuler la réponse pathogénique qui elle-même est responsable de la sclérose en plaques, qui est la réponse Th17. Et cette anomalie du compartiment des cellules B est ensuite corrigée si on traite ces patients par déplétion des cellules B. C'est le traitement rituximab, donc un anticorps anti-CD20, mais cette fois-ci qui est utilisé pour traiter les patients atteints de sclérose en plaques. Vous voyez que les cellules B qui réémergent 1 an après traitement, après déplétion des cellules B, donc vraiment ce traitement élimine la plus grosse partie des cellules B chez les patients. Donc chez ces patients-là, avant traitement, les cellules B produisaient beaucoup plus d'interleukine 6 que les patients sains. Et les cellules B qui reviennent 1 an après traitement, après la déplétion des cellules B, cette anomalie a été corrigée. Et donc, ce qui amène à penser qu'un des effets bénéfiques du traitement par déplétion du cellule B dans les patients atteints de sclérose en plaques, c'est l'élimination des cellules B qui produisent de l'interleukine 6. Donc, ce que je veux vous introduire ici de manière plus générale, c'est que les cellules B non seulement produisent des anticorps, comme vous l'avez vu au départ, non seulement peuvent présenter l'antigène, ce dont je ne vous parle pas, mais peuvent produire de nombreuses cytokines pro-inflammatoires, et ça c'est vraiment quelque chose qui avait été exclu du champ d'activité des cellules B, donc c'est quelque chose de nouveau. Elles peuvent produire, donc, comme je vous l'ai dit, de l'interleukine 6, qui va stimuler les réponses de type Th17, donc qui peut avoir un rôle pathogénique dans la sclérose en plaques. Elles peuvent aussi produire d'autres cytokines pro-inflammatoires, comme le GM-CSF, qui va stimuler les monocytes et les cellules dendritiques, les cellules de l'immunité innée, de l'interféron gamma pour stimuler les réponses Th1, etc. Donc c'est vraiment tout un nouveau domaine où les cellules B agissent un peu comme des cellules T, si vous voulez. Elles peuvent communiquer avec de nombreux autres types cellulaires dans la réponse immune, des cellules de l'immunité innée, les cellules T elles-mêmes, et contribuer à l'orchestration de ces réponses. Alors voilà, tout ça c'était pour vous dire tout ce que les cellules B peuvent faire en quelques mots, avant de rentrer maintenant dans le sujet vraiment de cette présentation, qui est les fonctions suppressives des cellules B. C'est pour vous dire, pour mettre les choses ensuite les unes avec les autres, et voir comment on peut essayer du coup de manipuler cette fonction des cellules B. Alors les fonctions suppressives des cellules B, comment on les a découvertes? On les a découvertes par des observations un peu par chance,
qui est que dans certaines souris qui étaient génétiquement manipulées de manière à ce qu'elles soient dépourvues de cellules B, on a observé, alors qu'on s'attendait à des maladies auto-immunes plus faibles, du fait que c'est des rôles positifs des cellules B dans les maladies auto-immunes, et bien au contraire, on a observé le contraire, c'est-à-dire que les souris qui étaient dépourvues de cellules B développaient des maladies auto-immunes beaucoup plus sévères que les souris ayant des cellules B normales. Et donc c'est ce que je vous montre ici avec ce même modèle d'EAE, donc ce modèle de sclérose en plaques, où ici on a adapté le modèle, on a immunisé les souris de manière différente, de manière à ce que les souris contrôle, donc les souris normales, quand elles tombent malades, ensuite elles entrent spontanément en rémission, et au bout de 30 jours, c'est-à-dire un mois après immunisation, il y a une disparition complète des symptômes de la maladie. Et ça, on a adapté ce modèle de cette manière-là, de manière à comprendre pourquoi, dans les patients atteints de sclérose en plaques, chez la majorité, après que les symptômes apparaissent, il y a une disparition spontanée de ces symptômes. Donc ces phases de résolution des signes cliniques de la maladie. C'est-à-dire que ça peut être par exemple des pertes de sensibilité dans les doigts, dans les mains. Donc ces symptômes apparaissent et de manière spontanée disparaissent au bout de quelques jours ou quelques semaines. Ou des troubles de la vision qui eux-mêmes aussi un symptôme classique du début de la sclérose en plaques et qui peuvent aussi spontanément disparaître au bout de quelques temps. Et donc on voulait comprendre comment cette résolution, cette disparition spontanée de ces symptômes est contrôlée au niveau de la réponse du système immunitaire. Et donc on a adapté ce modèle de manière à reproduire cette résolution, cette élimination spontanée ici de la paralysie de la souris. Et donc quand on a induit en parallèle l'EAE dans des souris déficientes en cellules B, ce qu'on a observé, c'est maintenant que ces souris, à l'opposé, développent une maladie beaucoup plus sévère et chronique. Et donc, ce qui permettait d'aller rechercher quels étaient les mécanismes responsables de cette fonction protectrice des cellules B qui contrôlent la rémission de la maladie. Et ce qu'on a pu montrer, en utilisant des souris cette fois où seules les cellules B ne produisaient pas d'interleukine 10, c'est que cette fonction dépendait, la rémission de la maladie dépendait de la production d'interleukine 10 par les cellules B, puisque ces souris-là développent elles aussi une maladie chronique. Et donc, est-ce que ceci a une relevance dans la sclérose en plaques ? Encore une fois, un travail du groupe de Hamid Baror, donc au Canada. Donc, pour essayer de poser cette question, encore une fois, ils ont pris la même approche, c'est-à-dire de purifier des cellules du sang d'individus sains et d'individus atteints de la sclérose en plaques. Ils les ont stimulées au laboratoire et ils ont mesuré la production d'interleukine 10 par ces cellules. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que les cellules de patients atteints de sclérose en plaques produisent davantage d'interleukine 6, donc une cytokine pro-inflammatoire. Et maintenant, quand on regarde à la production d'interleukine 10 par ces cellules, vous voyez que c'est la production d'interleukine 10 par les cellules B de patients sains ici, et que les patients atteints de sclérose en plaques ont des cellules B qui produisent beaucoup moins d'interleukine 10 que les individus sains. Donc il y a vraiment une dérégulation de la production de cytokines dans les cellules B de patients atteints de sclérose en plaques. Elles produisent moins de cytokines protectrices et davantage de cytokines pathogéniques. Donc effectivement, la sclérose en plaques semble être associée à un défaut des fonctions protectrices des cellules B associées à leur production d'interleukine 10. Ce qui probablement explique pourquoi la déplétion, l'élimination des cellules B par anti-CD20 est bénéfique dans la sclérose en plaques. Donc maintenant, on s'intéressait à savoir quels sont les signaux qui contrôlent la production d'interleukine 10 par les cellules B. C'est-à-dire que si on prend des cellules B naïves, comment doit-on les activer pour qu'elles produisent de l'interleukine 10 et qu'elles aient des fonctions protectrices dans les maladies auto-immunes. Donc on a pris des cellules B de souris naïves, donc on est retourné dans la souris. Donc vous voyez, il y a vraiment un jeu de ping-pong entre la souris et l'homme, et comme quoi la souris peut vraiment être un modèle qui permette de déchiffrer ce qui se passe chez l'homme. Donc c'est tout à fait utile d'aller voir ce qui se passe dans les modèles expérimentaux. On a pris cette fois-ci donc à nouveau chez la souris des cellules B de souris naïves et on les a activées par les voies d'activation principales des cellules B, c'est-à-dire le récepteur à l'antigène qui est ici, donc avec des anticorps qui engagent ces récepteurs à l'antigène des cellules B, par le CD40 qui est le récepteur des cellules B qui permet d'intégrer l'aide des cellules T. Et vous voyez que quand on active des cellules B naïves, soit par le BCR, soit par CD40, ou les deux à la fois, les cellules B ne produisent pas d'interleukine 10. Donc on n'arrive pas à stimuler leur fonction anti-inflammatoire.
Par contre, les signaux qui sont très efficaces pour induire la production d'interleukine 10 par les cellules B sont les agonistes des récepteurs de la famille Toll, les Toll-like receptors, donc, dont le rôle dans l'immunité a été découvert par Jules Hoffmann, qui a reçu le prix Nobel et qui travaille à Strasbourg pour ses travaux. Donc vous voyez ici que quand on stimule les cellules B naïves, par exemple par du lipopolysaccharide qui stimule le TLR4, ou par des petites séquences d'ADN qui stimulent le TLR9, on induit une production très forte d'interleukine 10 par ces cellules. Ce qui suggère que la signalisation par les TLR dans les cellules B contrôle la fonction anti-inflammatoire de ces cellules. Et donc pour tester cette notion, on a développé des souris dans lesquelles les cellules B ne peuvent pas recevoir de signaux par les TLR. Et donc on a fait des souris dans lesquelles les cellules B sont déficientes pour cette protéine qui s'appelle MyD88, qui est une protéine de signalisation qui est importante pour tous les Toll-like receptors. Et vous voyez que ces souris, quand on induit le AE, elles développent aussi une maladie chronique, comme les souris dont les cellules B ne peuvent pas produire d'interleukine 10. Donc, en effet, la signalisation par les TLR, et dans ce cas-là, je ne vous le montre pas, mais c'est le TLR4, est importante pour la fonction anti-inflammatoire des cellules B. C'est-à-dire que les cellules B intègrent des signaux de leur environnement en utilisant des récepteurs de l'immunité innée pour supprimer la réponse immune qui est responsable pour la progression de la maladie et stimuler la rémission, donc pour favoriser la rémission, l'élimination des signes cliniques de ces souris. Et ça, c'est vraiment une fonction très spécifique des cellules B, cette signalisation particulière par les TLR qui induit une suppression de la réponse immunitaire. Et je reviendrai sur ce concept un peu plus tard dans quelques diapositives. Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, les cellules B, quand elles sont stimulées par la voie TLR, quand elles sont stimulées par TLR4, donc ça induit une signalisation par MyD88 qui stimule leur production d'interleukine 10, ça induit une suppression de la réponse, encore une fois, TH1 et de la réponse TH17 spécifique de l'auto-antigène, donc une suppression des cellules T autoréactives. Donc vous voyez ces souris qui n'ont pas MyD88 dans les cellules B, donc avec ces losanges ici, qui sont bleus ici, mais qui sont oranges ici, par rapport aux souris contrôle qui ont des cellules B normales, donc soit celle-ci, soit celle-ci, vous voyez que la réponse T autoréactive, TH17, est beaucoup plus élevée dans les souris dont les cellules B sont déficientes en MyD88 par rapport aux souris contrôle, et donc ce qui corrèle avec le fait que ces souris développent une maladie chronique, alors que celles-ci entrent en rémission de la maladie. Donc encore une fois, est-ce que ce concept du fait que les cellules B stimulées par des récepteurs de l'immunité innée peuvent supprimer les réponses autoréactives a une relevance dans les maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques? Donc on n'a pas de réponse définitive, mais on a des éléments d'observation qu'on peut essayer de mettre ensemble pour voir si les différents morceaux tiennent ou pas. Et donc ici, c'est un travail du groupe de Correale à Buenos Aires, en Argentine. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi regardé la production d'interleukine 10 par les cellules B de patients atteints de sclérose en plaques. Donc il a comparé, encore une fois, aux individus sains, des patients atteints de sclérose en plaques. Donc on voit encore une fois un déficit de production d'interleukine 10 par ces cellules B. Donc il retrouve ce que le groupe d'Hamid Baror avait trouvé précédemment, donc des observations qui semblent robustes quand elles sont testées par différents laboratoires. Et là, l'élément additionnel, c'est qu'il a inclus un groupe de patients atteints de sclérose en plaques, mais qui en plus sont infectés par des parasites, donc des helminthes qui causent des infections chroniques. Et donc il a regardé la production de cellules B par ces patients qui ont à la fois des helminthes et la sclérose en plaques. Et ce qu'il a vu, c'est que ces cellules B, maintenant, produisent au moins autant d'interleukine 10 que les cellules B des individus sains. Donc si vous voulez, il semblerait que certaines infections, comme par les helminthes ici, permettent de restaurer, de stimuler la production d'interleukine 10 par les cellules B, et ce qui corrèle avec une amélioration de la progression de la sclérose en plaques. Donc vous ne pouvez pas le voir ici, mais par exemple, ici, c'est une progression de la sévérité de la maladie à partir du premier temps d'observation, donc en mois. Donc je crois que c'est 5 ans au total l'observation globale, et vous voyez la progression de la maladie, donc on mesure la sévérité clinique des symptômes, et vous voyez ici les patients infectés par des helminthes montrent une progression très minime de la sclérose en plaques au cours de cette période d'observation par rapport aux individus qui ne sont pas infectés, qui sont atteints de sclérose en plaques et pas affectés par des helminthes.
Donc, est-ce que la production maintenant plus élevée d'interleukine 10 par les cellules B de ces patients infectés par des helminths explique en partie cette amélioration de la progression de la maladie? On ne peut pas vous répondre, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc, ce qui suggère que si on trouvait des drogues, des approches pour stimuler la production d'interleukine 10 par les patients atteints de sclérose en plaques, on pourrait éventuellement améliorer la progression de la maladie chez ces patients. Donc maintenant, ce que je veux souligner, c'est cette fonction des cellules B, cette capacité des cellules B à traduire une exposition à des produits microbiens, donc à des agonistes des toll-like récepteurs, en des signaux anti-inflammatoires est vraiment spécifique des cellules B, parce que les mêmes récepteurs, quand ils sont portés par d'autres cellules du système immunitaire maintenant, au contraire stimulent la réponse immunitaire. Donc c'est vraiment une balance très délicate, et c'est ce qui vous est montré ici, c'est-à-dire qu'ici, on a pris des souris qui sont déficientes en MyD88, donc encore une fois, cette molécule qui est essentielle pour la signalisation via tous les récepteurs de la famille Toll. Quand on immunise ces souris avec MOG, elles ne développent pas du tout la maladie. Donc cette voie de signalisation par MyD88, dans d'autres types cellulaires que les cellules B, donc peut-être les cellules dendritiques ou les monocytes macrophages, contrôle l'induction de la maladie. En l'absence de cette signalisation, il n'y a pas de maladie. Et ce que je vous ai montré au départ, la signalisation dans les cellules dendritiques, au contraire, contrôle la rémission de la maladie. C'est-à-dire que quand on n'a pas MyD88 seulement dans les cellules B, les souris développent une maladie chronique. Donc on a une voie de signalisation qui a des effets opposés selon le type cellulaire dans lequel elle est stimulée. Donc c'est vraiment une balance très délicate avec laquelle on peut jouer. Et encore une fois, cela se traduit aussi par cet effet antagoniste au niveau de la réponse T autoréactive, qui est responsable de l'EAE, donc la réponse T, c'est des MOG spécifiques. Quand on regarde dans les souris qui n'ont pas MyD88 du tout, donc aucun type cellulaire n'exprime MyD88, ces souris ne développent pas la maladie, et elles ont une réponse TH17 spécifique de MOG quasiment absente, ce qui explique leur résistance à la maladie. Voilà. Donc, on a cet effet en réostat. Je vais peut-être, parce que... alors, on m'avait dit entre 1 heure et 1 heure et demie. J'étais parti sur 1 heure et demie, mais je vais peut-être plutôt aller sur 1 heure. Je vais sauter quelques... Parce qu'on peut rester 2 heures ou 3 heures aussi. C'est 24 heures. Bon, alors, je reste là. Alors, je reviens là. Alors là, juste pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, de dissection des interactions cellulaires responsables, donc, mais qui n'est pas essentiel pour la poursuite de la présentation. Donc, mais juste pour essayer de discuter pourquoi est-ce que le système immunitaire a pu être sélectionné en intégrant le fait qu'une voie de signalisation peut avoir comme ça des fonctions opposées. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement une voie de signalisation par les TLR qui stimule la réponse, et que la fonction suppressive, que l'inhibition de la réponse, serait contrôlée de manière totalement indépendante par une autre voie de signalisation, par la détection d'autres signaux. Donc c'est ce à quoi on va aboutir maintenant, après ces quelques diapositives. Donc nous, ce qu'on a voulu voir, c'est comment cette fonction suppressive des cellules B fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne en agissant directement sur les cellules T responsables de la maladie, ou bien est-ce qu'elle agit sur les cellules dendritiques qui vous ont été introduites par Alain tout à l'heure, donc où il vous a montré ces images où on voyait les cellules dendritiques qui rentraient dans les ganglions, qui étaient bleues, et puis celles qui étaient déjà dans les ganglions qui étaient rouges, et avec les cellules T régulatrices qui contrôlaient la réponse immunitaire en contrôlant les cellules dendritiques qui arrivaient comme ça de la périphérie, qui étaient rouges. Vous aviez ces agrégats de cellules T régulatrices verts sur ces cellules rouges dès qu'elles arrivaient dans les ganglions. Donc nous, on a voulu disséquer comment les cellules B agissaient. Est-ce qu'elles agissaient sur les cellules T ou sur les cellules dendritiques qui stimulent ces cellules T? Et donc on a développé un système in vitro, donc réducteur, qui nous permet simplement d'imaginer des solutions possibles à nos questions, et ensuite de formuler des hypothèses pour aller les regarder in vivo. Pour le moment, on est juste au stade in vitro. Et donc, le petit système de culture qu'on a développé, c'est de stimuler des cellules T naïves en présence de cellules dendritiques purifiées. Et donc, on peut à ça ajouter différents éléments pour stimuler les cellules T. Donc, par exemple, on utilise un anticorps qui reconnaît le CD3, donc il les stimule par leur récepteur à l'antigène. Et donc, quand on fait ça, on peut mesurer la prolifération en regardant l'incorporation d'un nucléotide radioactif
plus les cellules prolifèrent, plus leur incorporation de cette molécule radioactive est élevée ici, et donc plus la barre est grande sur l'axe ici des abscisses. Donc vous voyez, quand on a juste des cellules naïves, des cellules dendritiques et cet anticorps stimulant ici, on a cette prolifération. Quand on ajoute en plus les cellules T régulatrices, CD4+, FOXP3+, qui étaient introduites tout à l'heure par Alain Fischer, on peut réduire, on peut supprimer cette prolifération. Donc effectivement, elle supprime la capacité des cellules dendritiques à stimuler les cellules T. Mais maintenant, quand on ajoute un produit, un agoniste des récepteurs TOL, par exemple, et donc on stimule, on mime une stimulation de la réponse immunitaire, ces cellules T régulatrices in vitro ici ne sont plus capables de contrôler la réponse, la prolifération des cellules T naïves. C'est ce que vous voyez ici, les cellules T naïves sans cellules T régulatrices, mais avec l'anti-CD3 et ce produit microbien. Et quand on ajoute les cellules T régulatrices en plus, il n'y a plus d'effet. Par contre, si on ajoute des surnageants de cellules B activées par le lipopolysaccharide, donc des surnageants qui contiennent de l'interleukine 10, vous voyez qu'on remplace fonctionnellement d'une certaine manière les cellules T régulatrices. On arrive à inhiber la prolifération des cellules T naïves. Et cette fonction est vraiment spécifique aux cellules B, parce que maintenant, si on prend des surnageants d'autres types cellulaires activés par le lipopolysaccharide, et par exemple des surnageants de cellules dendritiques elles-mêmes, on a un effet opposé, on stimule davantage la prolifération des cellules T naïves. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a un effet ici où on arrive à reproduire l'effet suppresseur des cellules B activées par le LPS. Et cet effet suppresseur de la prolifération, je ne vous le montre pas, mais est dépendant de l'interleukine 10. Et donc on peut utiliser ça pour voir ensuite, a-t-on besoin des cellules dendritiques pour que les surnageants des cellules B activées par le LPS soient capables d'avoir cette fonction inhibitrice ou non. Et donc si on enlève les cellules dendritiques, donc on stimule maintenant les cellules T uniquement par un anticorps anti-CD3, l'absence dans ces cellules dendritiques. Donc on a la prolifération de base qui est celle-ci. Maintenant, si on ajoute le surnageant des cellules B activées par le LPS, on n'a plus l'effet suppresseur, et au contraire, on a un effet stimulant, d'ailleurs qui est lié à leur production d'interleukine 6. Donc les surnageants ne contiennent pas que de l'interleukine 10, ils contiennent aussi de l'interleukine 6, et ici, c'est l'interleukine 6 qui est dominant. Donc on a besoin des cellules dendritiques pour pouvoir observer l'effet suppresseur des cellules B activées par le lipopolysaccharide. Et effectivement, on peut observer cet effet suppresseur des surnageants des cellules B activées par le LPS sur les cellules dendritiques. Et c'est ce que l'on voit ici. Donc, quand on prend des cellules dendritiques purifiées de la rate de souris naïve, elles ne produisent pas de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6, l'interleukine 12, l'interleukine 23 ou le TNF, qui sont essentielles à la stimulation de la réponse immunitaire, à la prolifération et à la différenciation des cellules T en cellules pro-inflammatoires elles-mêmes, en TH1 et TH17. Quand on stimule les cellules dendritiques avec du CpG, donc ce petit ADN qui mime de l'ADN bactérien, les cellules dendritiques produisent toutes ces cytokines pro-inflammatoires, donc elles sont immunostimulatrices, mais si l'on ajoute en plus des surnageants de cellules B activées par le lipopolysaccharide, le LPS, qui stimule le TLR4, on a une inhibition de la production de toutes ces cytokines pro-inflammatoires par les cellules dendritiques. Vous voyez, moins d'IL-23, moins de TNF, moins d'IL-12 et moins d'IL-6. Et cet effet suppresseur des cellules B est dépendant de l'interleukine 10. Si on neutralise l'interleukine 10 dans ces cultures, on neutralise l'effet inhibiteur sur la production de ces cytokines pro-inflammatoires. On retourne à l'état initial. Donc, ce qui nous suggère le modèle suivant, c'est-à-dire que quand on a une stimulation des cellules dendritiques, qui est essentielle, donc ces cellules vraiment sont les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire, elles produisent de l'interleukine 6, de l'interleukine 12, de l'interleukine 23 du TNF, qui vont stimuler les cellules T naïves, qui vont leur permettre d'échapper au contrôle des cellules T régulatrices, de se différencier en TH1 et en TH17. En parallèle, on a une stimulation néanmoins des cellules B par la même voie des TLR, des MyD88, mais qui, elles, ne vont pas produire, qui vont avoir la spécificité de produire beaucoup d'interleukine 10. C'est ce que je vous ai montré au départ. Les cellules B naïves activées de cette manière produisent énormément d'interleukine 10. C'est spécifique à ces cellules. Les cellules dendritiques, en comparaison, produisent très peu d'interleukine 10. Cette interleukine 10 va aller inhiber les cellules dendritiques. Et donc, ce qui fait un système de contrôle de ces cellules. Et de fait, on peut formaliser
Et ici, on va avoir une petite digression pour essayer de comprendre pourquoi ça a pu, quels sont les avantages à avoir un système construit de cette manière. On peut formaliser ce système de cette manière, c'est-à-dire qu'on a un signal d'input, c'est-à-dire qu'on a de stimulation d'une réponse, qui était ici notre produit microbien, qui va être intégré par le chef d'orchestre, qui était la cellule dendritique, qui ici est Z, qui contrôle la réponse finale. Mais en parallèle, on a cet élément régulateur qui lui-même est stimulé par le même signal que celui qui stimule le chef d'orchestre, qui va ensuite inhiber le chef d'orchestre. Et ce motif particulier, je l'introduis de manière formelle parce qu'il a été décrit et identifié de manière formelle par les gens qui s'intéressent à la biologie des systèmes, et donc en particulier, et qui l'ont défini comme une type 1 incoherent feed-forward loop, c'est-à-dire une boucle de régulation incohérente parce qu'il y a des flèches stimulatrices et une flèche inhibitrice ici. Et ça a été caractérisé en particulier par le groupe de Uri Allen au Weizmann Institute. Alors lui, il n'est pas immunologiste, il s'intéresse à comment les facteurs de transcription dans les génomes des bactéries dans les levures sont connectés les uns aux autres pour réguler l'expression des gènes. Et ce qu'il a regardé, c'est comment, par rapport à un réseau de facteurs de transcription qui serait construit de manière aléatoire, comment les facteurs de transcription sont connectés les uns aux autres dans la vraie vie. Et il s'est posé la question, quels sont les modes de connectivité de ces facteurs de transcription qui sont statistiquement surreprésentés dans la vraie vie par rapport à ce qu'on attend dans ce qui est dans un réseau aléatoire, et donc qui pourrait vraiment conférer des propriétés particulières à ces systèmes. Et donc il s'est intéressé à ça en particulier pour comprendre le rôle de ce genre de système de régulation dans les enzymes qui sont importantes pour l'utilisation du galactose chez Escherichia coli. Vous savez, Escherichia coli, une bactérie qui se nourrit normalement en utilisant le glucose, mais quand on enlève le glucose de son milieu, elle se nourrit maintenant sur d'autres sucres, et elle exprime des enzymes, elle se met à exprimer des enzymes qui lui permettent de se nourrir sur d'autres sucres comme le galactose. Et donc il a regardé comment ces enzymes étaient contrôlées, et comment elles seraient induites si elles étaient contrôlées par un système de régulation simple, qui est l'absence de glucose, qui induit l'expression de ces enzymes nécessaires à l'utilisation du galactose comme substrat métabolique, par rapport à si on avait un système plus complexe avec une boucle de régulation, comme ça, comme je vous ai introduite avant. Et en fait, la différence, c'est que si les enzymes sont contrôlées, l'induction, la cinétique d'induction des enzymes est contrôlée de cette manière-là, pour un niveau global, final, donné d'expression de ces enzymes, le système ne peut l'atteindre que par cette cinétique ici, très lente. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais avoir un niveau d'expression plus fort que le niveau d'équilibre, si vous voulez, final. Donc on a une courbe lente. Par contre, si on a ici un élément régulateur qui est intégré, on peut avoir au départ une induction beaucoup plus rapide des enzymes qui permettent de se nourrir du galactose, qui ensuite peuvent être rétablis à un niveau plus élevé, qui serait le niveau d'équilibre, d'homéostasie, d'alimentation de la bactérie. Et donc, bien sûr, c'est très avantageux. La bactérie peut se nourrir beaucoup plus vite avec le galactose qui est là dans son environnement, s'il est là de manière très importante, beaucoup plus efficacement que si les enzymes étaient induites de cette manière-là. Et donc, on peut essayer de transposer ça au système immunitaire, et c'est vraiment ma dernière diapo sur cette chose un peu conceptuelle, c'est de se dire que quand on a une infection, plus la réponse immunitaire va être forte, plus la protection, bien sûr, en théorie, est élevée. Mais également, plus le risque de pathologie dans le tissu est élevé. On sait que la réponse immunitaire, il y a beaucoup de radicaux libres, etc., qui sont produits, qui peuvent causer une immunopathologie. Et donc, pour un tissu donné, on a un niveau d'équilibre maximum qui peut être atteint, au-delà duquel on peut avoir une destruction du tissu qui soit irréversible et beaucoup trop sévère, et donc qui coûte trop cher pour l'organisme. Et donc la question, c'est comment on peut induire ce niveau d'équilibre de la réponse immunitaire pour un tissu donné. Est-ce qu'on l'induit de cette manière-là, c'est-à-dire avec un signal qui serait simplement on stimule peu à peu la réponse immunitaire, on n'a pas de système de régulation négative, ou bien est-ce qu'on introduit des systèmes de régulation négative qui sont eux-mêmes contrôlés par les signaux qui induisent la réponse, et c'est ce que je vous ai introduit ici avec les cellules B. Donc la voie de signalisation des TLR, on stimule les cellules dendritiques, et en même temps, ou peu après, on stimule les cellules B.
Et donc ce qui permet au départ d'avoir une réponse immunitaire induite beaucoup plus forte, d'être de manière transitoire dans une zone dangereuse, mais d'être dans un danger de manière courte, ça peut parfois aider, du moment qu'on n'y reste pas trop longtemps. Et donc les cellules B permettent de réduire cette inflammation pour la ramener à un niveau d'équilibre. Et donc on peut se dire comme ça que le fait que les cellules B utilisent les mêmes récepteurs qui sont utilisés pour stimuler la réponse immunitaire, pour eux la supprimer, permet d'avoir ces systèmes d'autorégulation qui permettent au début d'induire une réponse beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mais qui ne soit pas de manière chronique à un niveau trop élevé et qui permet donc du coup d'éviter une pathologie, une immunopathologie. Voilà. Donc maintenant, je sors de ces considérations théoriques sur pourquoi le système, il peut y avoir des avantages à avoir un système construit de cette manière-là, pour revenir sur les fonctions régulatrices des cellules B et comment elles fonctionnent. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est que ces fonctions vraiment peuvent avoir, encore une fois, un intérêt thérapeutique. C'est-à-dire que si on prend des cellules B maintenant de souris normales qui ont été malades, elles ont développé le AE, elles ont entré en rémission, donc elles ont éliminé tous leurs symptômes cliniques, on purifie les cellules B de la rate de ces cellules et on les transfère dans des souris dont les cellules B ne peuvent pas produire d'IL-10. Et je vous ai montré que ces souris tout à l'heure développaient une maladie chronique, ces souris dont les cellules B ne peuvent pas produire d'IL-10. Mais maintenant, si on les traite avant d'induire la maladie avec ces cellules B ici, on arrive à les protéger de manière très efficace. Donc elles développent une maladie beaucoup plus réduite, ce sont les triangles jaunes, donc des souris BIL10-, mais qui ont reçu des cellules B au préalable. Donc elles développent une AE qui est très allégée, donc elles ont simplement une paralysie légère de la queue, aucune des pattes ne sont paralysées et elles entrent en rémission complète, au lieu de développer une maladie chronique. Donc vraiment, ce que je veux dire ici, c'est que si on arrive à identifier les cellules B qui sont responsables de la production d'IL-10 et de cette fonction protectrice anti-inflammatoire dans les maladies auto-immunes, on peut imaginer les utiliser en thérapie cellulaire pour contrôler les réponses auto-immunes causées par les cellules T autoréactives. Maintenant, l'interleukine 10 n'est pas la seule cytokine responsable de la fonction anti-inflammatoire des cellules B. Et ce que je vais vous montrer, c'est introduire le fait qu'elle utilise une autre cytokine qui s'appelle l'IL-35. Et donc, pourquoi on est arrivé à rechercher une autre cytokine anti-inflammatoire qui soit responsable de la fonction protectrice des cellules B? C'est parce qu'on a observé que les souris dans lesquelles les cellules B sont aussi déficientes en CD40, et donc seules les cellules B n'ont pas CD40, ces souris développent aussi une AE chronique. Bien que je vous ai dit tout à l'heure que CD40 ne stimule pas la production d'interleukine 10 par les cellules B. Donc ce qui nous a amené à formuler l'hypothèse que CD40, la stimulation des cellules B par CD40, contrôlait leur production d'une autre cytokine anti-inflammatoire. Pour identifier cette autre cytokine anti-inflammatoire, on a étudié, en utilisant des approches globales, quels étaient l'ensemble des gènes qui étaient induits, dont l'expression était induite, lorsque les cellules B étaient stimulées par le CD40 en présence d'un agoniste du TLR4, l'autre récepteur nécessaire à la fonction suppressive des cellules B dans le AE. Et donc ici, ensuite, on a regardé ces analyses globales, on les a centrées sur les facteurs sécrétés, et vous voyez que par rapport aux cellules B activées par la voie TLR4 seule, les cellules B qui sont activées par CD40 plus TLR4 expriment un nombre limité de facteurs sécrétés qui sont ici indiqués. Donc on a des chimiokines comme CCL5 et on a un gène qui a pris notre intérêt qui est EBS3, qui est pour Epstein-Barr Induced Gene 3. Donc un gène qui est induit par les cellules B infectées par le virus de l'Epstein-Barr. Et qu'est-ce que cette EBS3 est ? C'est un élément une sous-unité de deux cytokines qui appartiennent à la famille des cytokines de l'IL-12. Peu importe, ces deux cytokines dont EBS3 fait partie sont indiquées ici. Il s'agit de l'IL-27 et de l'IL-35, qui sont un hétérodimère de EBS3 qui s'associe à P28 pour l'IL-27 ou à P35 pour l'IL-35. Et pourquoi ça a captivé notre intérêt ? Parce que ces deux cytokines, l'IL-27 et l'IL-35, ont été décrites comme ayant des fonctions inhibitrices quand elles sont produites par d'autres types cellulaires. Et donc, ça nous a suggéré que les cellules B
pouvait aussi inhiber les réponses immunitaires en produisant soit de l'IL-27 ou de l'IL-35. Donc on a regardé plus en détail l'expression de ces cytokines par les cellules B, et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait les cellules B étaient la source principale de la sous-unité P35 dans les cellules B, dans les souris naïves déjà. Donc c'est ce qui est montré ici, c'est-à-dire que quand on regarde des ganglions lymphatiques ou la rate de souris normale ou de souris déficiente en cellules B et qu'on quantifie l'ARN pour P35, vous voyez que cet ARN est quasiment absent quand il n'y a pas de cellules B. Donc suggérant que vraiment les cellules B sont la source principale de cet ARN qui code pour P35. Maintenant, quand on prend des cellules B de ces organes, donc purifiées, donc cette fois-ci on n'a que les cellules B, on n'a pas les autres types cellulaires qui sont présents dans les ganglions lymphatiques ou la rate, vous voyez que ces cellules B expriment fortement P35. Donc cela suggère que les cellules B, d'une certaine manière, sont prêtes à produire de l'IL-35 dès qu'elles expriment EBS3. Et donc, de fait, les cellules B activent l'expression de EBS3 quand elles sont exprimées, et c'est ce qui est montré juste, je veux juste commenter sur ce graphe ici, ce plot ici, où on regarde l'expression de la protéine EBS3 avec des gels de protéines, c'est-à-dire qu'on stimule les cellules B naïves dans différentes conditions, et vous voyez, quand on les accueille, on regarde, on les lise ensuite, on les met sur une membrane, et on regarde de manière spécifique quelles sont les protéines qu'ils expriment avec des anticorps dirigés contre ces protéines. Et donc, en utilisant des anticorps dirigés contre EBS3, on peut regarder si elles expriment ou pas la cellule EBS3. Ce que vous voyez, c'est que les cellules B naïves n'expriment pas EBS3. Les cellules B activées par différents produits bactériens n'expriment pas EBS3, mais quand elles sont activées par CD40 plus un produit microbien, on a une expression très forte de la protéine EBS3 dans les cellules B, qui, en plus, donc, peuvent sécréter donc l'IL-35, je ne veux pas rentrer dans les détails du fait du temps, qui sécrètent l'IL-35 quand elles sont stimulées par le LPS, donc le TLR qui stimule le TLR4, et un anticorps anti-CD40, donc qui stimule CD40. Donc les cellules B, de fait, peuvent sécréter l'IL-35, et elles utilisent cette production d'IL-35 pour inhiber et être protectrices dans le AE. Donc c'est ce qui vous est montré ici, c'est-à-dire que quand on prend des souris dans lesquelles seules les cellules B sont déficientes en P35 ou EBI3, EBS3, c'est-à-dire les deux sous-unités de l'IL-35. Donc dans ces souris, encore une fois, seules les cellules B ne peuvent pas produire cette cytokine l'IL-35 par rapport aux souris contrôle dont les cellules B peuvent produire cette cytokine. Vous voyez que la maladie est beaucoup plus sévère quand les cellules B ne peuvent pas produire d'IL-35 par rapport à leur contrôle, qui sont ces deux groupes ici. Voilà, donc après on a fait différents types de souris contrôle, mais ce qui n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails ici. Mais le message, c'est juste que voilà, les cellules B n'utilisent pas simplement l'interleukine 10, mais elles utilisent également l'IL-35 pour stimuler la rémission de l'EAE chez les souris. Donc on a deux voies qui fonctionnent en parallèle des fonctions régulatrices des cellules B. Je vais sauter quelques diapositives. Je veux juste venir à ces souris ici qu'on a fait. Donc la question, c'était est-ce que c'est une même cellule B qui doit produire l'IL-10 et l'IL-35, ou est-ce que ce sont deux voies qui agissent en parallèle? On a d'un côté des cellules B qui produisent de l'IL-10, de l'autre côté des cellules B qui produisent de l'IL-35, et ces deux voies contribuent de manière complémentaire l'une de l'autre à limiter la sévérité de la maladie. Et donc pour essayer de distinguer entre ces deux possibilités, on a construit des souris dans lesquelles la moitié des cellules B pouvaient faire de l'IL-10 et pas d'IL-35, et l'autre moitié pouvait faire de l'IL-35 et pas d'IL-10. Si les deux voies sont séparées, ces souris doivent se comporter comme des souris normales. Si on a besoin d'avoir une cellule B qui produise à la fois les deux cytokines, ces souris devraient développer une maladie très sévère, comme les souris dans lesquelles les cellules B, par exemple, ne peuvent pas du tout produire d'interleukine 10. Et donc, ces souris avec ce compartiment mixte sont montrées ici. Les souris dont les cellules B sont normales sont ici. Ça, ce sont donc des souris que vous avez vues avant, dont les cellules B ne peuvent pas produire d'IL-35, elles peuvent produire de l'IL-10, mais aucune cellule B ne peut produire de l'IL-35. Et ici, on a des souris dans lesquelles aucune cellule B ne peut produire d'IL-10, mais les cellules B peuvent produire de l'IL-35. Donc ces deux souris développent des maladies chroniques sévères. Et ce que vous voyez, c'est que les souris qui ont ce compartiment hétérogène développent une maladie qui est complètement superposable
à celles qui ont des cellules B complètement normales. Donc, les deux voies agissent en parallèle. On n'a pas besoin d'avoir une cellule B qui produise à la fois de l'IL-10 et de l'IL-35 pour avoir un contrôle de la maladie. Il faut des cellules B qui produisent de l'IL-35, il faut aussi des cellules B qui produisent de l'IL-10, mais elles peuvent être séparées. Et donc maintenant, j'en arrive à la question de quelles sont les sous-populations de cellules B qui produisent ces cytokines anti-inflammatoires. Et je vous l'ai introduit avec la première diapositive, donc on va arriver à la démonstration que ce sont des cellules plasmocytaires productrices d'anticorps qui sont en fait les sous-populations de cellules B qui produisent l'IL-10 et l'IL-35 et donc qui agissent comme cellules B régulatrices si vous voulez. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un marqueur de surface qui est le CD138, donc encore une fois, une protéine exprimée spécifiquement à la surface des cellules B plasmocytaires productrices d'anticorps, et donc que l'on peut utiliser pour les isoler en utilisant différentes approches, les séparer du reste des cellules B. Et donc ici, c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris la rate de souris au cours de l'EAE, à jour 14 ou à jour 28 après l'induction de l'EAE, dans des souris normales, donc on dit des cellules B normales, et on a trié des rates, à la fois d'un côté les cellules B non plasmocytaires, donc qui sont CD138-, et les cellules B plasmocytaires qui sont CD138+. Et ici, c'est juste pour vous montrer qu'on arrive à bien séparer ces cellules en regardant l'expression de gènes qui sont caractéristiques des cellules B plasmocytaires dans ces différentes sous-populations triées, par exemple BLIMP1 et IRF4, qui sont deux facteurs de transcription qui sont essentiels à la différenciation des cellules plasmocytaires. Et vous voyez effectivement qu'on a bien d'un côté les cellules B qui n'expriment pas ces deux facteurs de transcription de manière plus élevée que les cellules B naïves, et les cellules B plasmocytaires qui expriment ces protéines, ces ARN, de manière très élevée. Donc on a bien séparé les cellules B plasmocytaires qui sont CD138+, des cellules B non plasmocytaires, des cellules qui sont CD138-. Et maintenant, on peut regarder la production d'IL-10 et d'IL-35 par ces deux fractions. Et ce qu'on voit, c'est que l'IL-10, quand on stimule ces cellules avec un cocktail de stimulateurs, donc peu importe ce que c'est du PMA plus ionomycine, on voit que seules les cellules B plasmocytaires produisent de l'IL-10. Vous voyez, la fraction des cellules B non plasmocytaires ne produit pas du tout d'interleukine 10 qui est quantifié dans le surnageant de ces cellules. Et donc là, on a la quantité produite, donc plus c'est élevé, plus c'est haut. Donc là, on n'a quasiment rien. Les cellules B naïves elles-mêmes ne produisent pas d'interleukine 10. Ce sont vraiment les cellules B plasmocytaires qui sont responsables de la production d'interleukine 10. Pour regarder pour l'IL-35, donc on n'a pas de système pour le détecter de manière simple dans le surnageant des cultures cellulaires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la production des protéines de ces deux sous-unités EBS3, EBI3 et P35. Donc on lise les cellules et on regarde les protéines. Donc encore une fois, en gel de protéines avec des anticorps anti-EBI3 et anti-P35. Donc on a lisé des broyades de cellules B naïves, de cellules B triées de souris, de la rate de souris qui ont le A à jour 14, et de cellules plasmocytaires triées des mêmes rates. Et vous voyez encore une fois que les deux sous-unités, les protéines qui codent qui sont les deux sous-unités de l'IL-35, EBS3 et P35, sont exprimées uniquement dans les cellules B plasmocytaires. Donc les cellules B plasmocytaires qui sont productrices d'anticorps, que les gens qui travaillent sur l'auto-immunité ont considéré vraiment comme les responsables des fonctions pathogéniques des cellules B, ont aussi des fonctions anti-inflammatoires par la production d'IL-10 et par la production d'IL-35. Et donc vous voyez dans ce modèle, parce que là on parle vraiment toujours du même modèle de AE, d'un côté on a les cellules B qui font de l'IL-6, qui elles, par contre, je ne vous le montre pas, mais sont cellules-là, donc qui sont pathogéniques, qui ne sont pas les cellules B plasmocytaires. On a les cellules plasmocytaires qui produisent des anticorps, anti-MOG, mais qui dans ce modèle, et je dis bien c'est vraiment une spécificité du modèle de AE que nous utilisons, ne sont pas pathogéniques, et par contre, qui produisent, il y a des plasmocytes, des cellules B plasmocytaires qui produisent de l'IL-10 et de l'IL-35, qui eux sont protecteurs. Donc vous voyez, c'est très compliqué, et c'est pour ça vraiment que je voulais vous montrer à l'introduction ces différentes fonctions, c'est que dans un système génétiquement unique, ce sont vraiment les mêmes souches de souris, on a tout un ensemble de sous-populations de cellules B avec des fonctions tout à fait opposées, pathogéniques et protectrices, et ce ne sont pas toujours les sous-populations qu'on
qu'on aurait prédit qui sont responsables des fonctions pathogéniques ou protectrices. Donc il faut vraiment faire attention. Donc là, ça fait 1h11, donc je vais aller vraiment vers la fin. Je voulais vous montrer que ces fonctions régulatrices étaient aussi importantes dans des modèles d'infection par la salmonelle, mais le message est le même. C'est pour vous dire que là encore, dans ce modèle, où les cellules B, alors là par contre, inhibent les fonctions protectrices de la souris, donc la réponse immunitaire qui est protectrice pour se combattre contre la salmonelle, il y a génération de cellules plasmocytaires qui produisent de l'IL-10 et de l'IL-35 et qui inhibent la réponse immunitaire, donc qui sont délétères, qui sont défavorables à la survie des souris infectées par la salmonelle. Voilà, donc je voulais vous dire un peu ça. Donc maintenant, je veux juste résumer, et puis après avoir quelques petites diapos encore. Donc notre modèle de travail maintenant pour cette fonction régulatrice des cellules B, c'est que quand il y a une activation de la réponse immunitaire, quelle qu'elle soit, donc une réponse anti-agent infectieux ou une réponse auto-immune, on pense que dans les réponses auto-immunes, les cellules dendritiques aussi jouent un rôle important au départ. Donc il y a une activation des cellules dendritiques, une activation de la réponse immunité innée avec des neutrophiles, des cellules NK, des monocytes. Tout ça est coordonné par un réseau de cytokines essentiel à cette réponse. Donc ce réseau inclut le TNF, l'interféron gamma, l'IL-12, l'IL-6, etc. Et il a été très bien décrit à l'hôpital Necker par le groupe de Jean-Laurent Casanova que des déficiences dans certains de ces éléments rendent les individus susceptibles à des infections, par exemple par la salmonelle ou à d'autres maladies infectieuses. Et en parallèle, et beaucoup plus rapidement qu'on le pensait, donc c'est ce que je voulais vous montrer avec les modèles infectieux, c'est que vraiment dans les 12 heures après l'induction d'une réponse immunitaire, on a l'apparition de cellules B plasmocytaires, donc on peut les trouver beaucoup plus tardivement, mais on les trouve aussi très précocement, et que certaines de ces cellules plasmocytaires vont produire de l'IL-10, d'autres vont produire de l'IL-35, qui vont inhiber cette réponse de l'immunité innée. Et donc, probablement, c'est un des éléments qui fait qu'il y a ensuite un contrôle, une modulation de l'intensité de la réponse T autoréactive, par exemple dans les maladies auto-immunes. Donc je vous ai suggéré que les cellules B, sur la base d'expériences in vitro, agissaient sur les cellules dendritiques. Donc maintenant, bien sûr, la grande question, c'est que est-ce qu'on peut continuer ce ping-pong entre l'homme et la souris? Est-ce que l'identification de ces plasmocytes ou ces cellules plasmocytaires régulatrices productrices d'IL-10 et d'IL-35 ont une quelconque relevance chez l'homme? Je n'ai pas d'éléments, encore une fois, directs à vous proposer, mais juste une petite observation clinique qui est qu'il y a un essai clinique, parce que, évidemment, les gens, comme je vous l'ai indiqué, pensaient que les cellules B, une des fonctions pathogéniques principales dans les maladies auto-immunes et aussi dans la sclérose en plaques, de ces cellules était la production d'auto-anticorps, spécifiques par exemple de MOG. Et donc des auto-anticorps qui allaient attaquer les cellules du système nerveux central, qui allaient se fixer aux oligodendrocytes, etc., et perturber leur fonction et être responsables des symptômes de la sclérose en plaques à terme. Et donc, on connaît maintenant quels sont les facteurs de survie de ces plasmocytes. Je vous ai introduit April, il y en a un autre qui s'appelle BAF, et donc il y a des molécules qui permettent de bloquer ces facteurs de survie des plasmocytes. En particulier une drogue qui s'appelle atacicept, qui est un récepteur soluble en fait, qui se lie à April et à BAF, et donc qui masque ces molécules, qui les empêche d'être vues par les plasmocytes et qui induit du coup une apoptose des plasmocytes préexistants. Et donc, il y a eu un essai clinique qui a été tenté de traiter les patients atteints de sclérose en plaques par cette drogue, qui est l'atacicept, dans le but d'éliminer ces plasmocytes qui produiraient des auto-anticorps. Et à l'inverse de ce qui était attendu et souhaité, les patients traités avec cette drogue, l'atacicept, ont développé une exacerbation très rapide de la sclérose en plaques. Donc cet essai clinique a été interrompu très rapidement lui aussi. Donc, si on essaye de spéculer, on peut imaginer que ce qui s'est passé, c'est que cette drogue, l'atacicept, a éliminé effectivement des cellules plasmocytaires, mais finalement, on n'a pas encore d'évidence qu'il y ait vraiment d'auto-anticorps pathogènes dans la sclérose en plaques, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a éliminé des cellules plasmocytaires qui produisaient de l'interleukine 10 ou de l'interleukine 35, voire les deux, et que c'est à cause de ça que ces patients ont souffert de ces exacerbations de leur maladie.
Donc voilà une petite piste indirecte, mais qui pourrait suggérer l'existence éventuelle de cellules plasmocytaires régulatrices chez l'homme, comme on a pu les décrire chez la souris. Donc voilà un petit message un peu sous forme résumé humoristique de ma présentation, c'est que les cellules plasmocytaires sont vraiment des cellules très importantes. Elles jouent un rôle essentiel dans la fonction protectrice des vaccins. Donc elles sont responsables du maintien de la mémoire humorale spécifique après vaccination. Donc ce sont vraiment ce qu'on pourrait appeler en anglais le workhorse, le cheval de travail du système immunitaire adaptatif. Mais c'est également, d'une certaine manière, un cheval de Troie, dans le sens où certaines sous-populations de cellules plasmocytaires, dans certains contextes et sous la gouvernance de signaux microbiens, vont être induites à produire des cytokines anti-inflammatoires comme l'IL-10 et l'IL-35, qui vont aller écraser, inhiber les cellules de l'immunité innée, donc comme les monocytes et les neutrophiles, qui sont responsables du contrôle des bactéries, par exemple de la salmonelle, et je ne vous l'ai pas montré, mais qui du coup vont limiter les réponses immunitaires contre certaines infections. Et donc on peut augmenter la réponse immunitaire contre certaines infections en éliminant la production de ces cytokines anti-inflammatoires, de ces plasmocytes régulateurs. Donc qui sont bénéfiques dans l'auto-immunité, mais qui sont délétères dans certaines maladies infectieuses. Et juste pour étendre, pour vous dire que les choses sont encore plus compliquées, il y a en fait maintenant toute une diversité de cellules productrices d'anticorps, de cellules plasmocytaires qui a été décrite. Il y a des cellules plasmocytaires productrices de GM-CSF qui ont été décrites, des cellules plasmocytaires productrices d'IL-17 chez la souris dans un modèle d'infection par le trypanosome, etc., etc. Donc d'IL-10, d'IL-35 qui sont régulateurs. Donc on a décrit, nous, dans la salmonelle et dans le AE, mais qui ont été aussi caractérisés dans un modèle de lupus, donc dans des maladies auto-immunes systémiques. Et enfin, des plasmocytes à l'état homéostatique dans l'intestin, donc qui est vraiment un tissu très très particulier, où on a des plasmocytes qui produisent aussi non seulement des anticorps, mais qui expriment du TNF et qui permettent de métaboliser, de produire du nitric oxide, qui est important pour la production d'IgA et le contrôle de certains aspects du microbiote. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous ai convaincu que la production de cytokines par les cellules B était aussi une nouvelle cible thérapeutique pour le contrôle de maladies, encore une fois de manière humoristique. Et juste pour finir, je voudrais remercier les gens dans mon laboratoire qui ont fait le travail. Vous voyez, il y a une très bonne ambiance, donc si vous voulez nous visiter, vous êtes les bienvenus. Et donc, les gens, ces jeunes personnes très, très actives et très enthousiastes, comme vous pouvez le voir, qui ont fait ce travail, et en particulier Vicky Lampropoulou et puis Ping Chen, qui ont fait le travail que je ne vous ai pas montré sur la salmonelle avec Patricia Neves, et le travail sur l'IL-35 qui a été fait par Thor Alfro et puis Ping Chen. Voilà. Notre groupe maintenant très actif à Paris aussi, et puis tous les collaborateurs qui nous ont aidés et sans lesquels on n'aurait pas pu réaliser ce travail. Et je vous remercie pour m'avoir écouté si longuement.